chanteur Patchy sort son deuxième album, Julien Heuillet sort son nouveau roman. Quant à David Chauvel, le scénariste et directeur de collection, il nous présente le troisième tome de la série Le Case. Je les rejoins juste après le générique. Littérature avec notre troisième et dernier invité, Julien Heuillet. Et alors, il est journaliste, il est traducteur, il est réalisateur de documentaires. Durant l'été 2008, il s'est fait remarquer dans les colonnes du soir par une carte blanche qu'il a signée contre le rattachisme. Il a fait des recherches sur la Deuxième Guerre mondiale, il a publié plusieurs nouvelles et sort un roman qui s'appelle Révolution Motel, que vous avez lu. Bien, comme dirait Gilles Dalle, on peut être concis et percutant. Voilà. C'est tout. C'est percutant. Non, mais vous parliez de vous ou bien du livre. Vous avez Ah, d'accord. Ah oui, non, bah oui, je sais. Voici Julien Heuillet. Alors, ben le héros de ce roman, il est dessiné, le pauvre gars. C'est un cartographe. Tout à fait. Ça se passe en Belgique. C'est un cartographe qui va se perdre à un moment donné. Il fait un voyage, il doit présenter des cartes quelque part. Il va se paumer un peu dans la nature. Il va tomber sur un motel qui s'appelle le Révolution Motel. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur une bande de fous. Furieux. Voilà, des gens qui sont obsédés par tout ce qui est iconographie soviétique. On va bien se garder de dire que c'est des communistes parce qu'il n'y a pas de politique dans le bouquin en réalité. C'est tout un travail sur l'iconographie, sur la fascination que l'on peut avoir pour l'image des choses plutôt que pour le fond des choses. Les chambres de ce motel, par exemple, ont des noms précis. Oui, elles ont toutes des noms d'anciens dirigeants communistes. Il y a la chambre Honecker, qui est la plus kitsch du lot. Il y a... paraît-il, une chambre Castro qui aurait vue sur la mer. C'est totalement impossible, mais c'est la blague courante dans le motel. Il y a une chambre Gomulka qui est spartiate à souhait. Il y a la chambre Kim Jong-il qui est un lieu de torture, etc. Ouais. Voilà. Et alors, il y a aussi des gens dans ce motel qui sont tous obsédés par ça. Ils sont tous obsédés. Alors, on ne va pas raconter la fin, ni pourquoi ce cartographe les intéresse tant. Mais comment on pourrait décrire la population qui vit dans ce motel ? Ce sont tous des gens qui ont déconnecté de la réalité, ou en tout cas qui ont choisi leur propre réalité, qui ont choisi de vivre selon tous ces codes, tout ce vocabulaire. J'ai beaucoup emprunté au vocabulaire propagandiste, à tout ce qui est lieu commun, discours, très très loin de la réalité historique, en plus de tout ce qui est véritablement l'ancienne Europe de l'Est, l'ancien pacte de Varsovie, etc. Mais tout ce qui ressemble un petit peu à une jolie faucille et un marteau, tout ce qui ressemble à une jolie étoile rouge, tout ça les fascine et ils vivent complètement là-dedans, complètement en marge de toute réalité. Ils idéalisent la chose, c'est ça? C'est-à-dire on oublie un petit peu les horreurs et on garde une espèce de nostalgie par rapport à ça? C'est pas tellement ça. En fait, j'aurais pu me pencher sur tout autre genre, tout autre catalogue d'iconographie. J'aurais pu prendre d'autres idéologies ou d'autres mouvements qui ont une iconographie complète et riche sur laquelle on peut beaucoup travailler. J'ai choisi celle-ci parce que c'est probablement celle avec laquelle j'étais le plus familier pour tout un tas de raisons. Mais ils n'ont pas vraiment de référence historique. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre dans une espèce de fresque, dans une espèce de bâtiment de propagande, dans une espèce de peinture. Mais pourquoi ce désir? Parce que c'est la réalité aussi, c'est l'actualité. Cette nostalgie dans toute une série de pays, elle existe. Oui, mais justement, quand vous êtes nostalgique, je ne sais pas si vous éprouvez beaucoup de nostalgie. Moi, je me suis retrouvé à de très nombreuses reprises dans ma vie à éprouver toutes sortes de nostalgies successives de diverses vies que j'ai menées. Et quand vous êtes nostalgique, vous ne gardez que ce que vous voulez bien garder, vous ne gardez que les symboles des choses, que l'image des choses et jamais le fond des choses en définitive. Ce qu'on n'a pas encore précisé, c'est que toute l'aventure est racontée par un Américain qui raconte à une bande de gens de la famille de ce cartographe ce qui s'est passé. Donc tout est au passé et donc on sent dans ce livre l'opposition qui n'existe plus aujourd'hui entre l'Amérique d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Et on a l'impression que ça manque à des gens, ça. Qu'il y ait un monde divisé en deux. C'est vrai. Mais c'est vrai que le narrateur est un cinglé de l'autre bord. On peut le définir comme ça. Il a lui aussi tous les codes. Il a fait le Vietnam. Alors il revient toujours avec l'offensive du Tet et toutes ces choses-là. Mais c'est pareil. Ça n'a plus de fond. C'est plus l'Amérique. C'est même plus l'Amérique d'aujourd'hui. C'est pas l'Amérique d'Obama ou de Sarah Palin ou de qui que ce soit. C'est une espèce de vieux fantasme de l'Amérique de la guerre froide également. Mais j'aime beaucoup les narrations travaillées, les narrations particulières. Je ne voulais pas raconter l'histoire de manière brute et simple, je ne fais jamais ça. Je prends toujours une narration un petit peu en 3 dimensions. Donc il y a l'histoire qu'il raconte et il y a sa propre histoire à lui et l'histoire qui se déroule au moment où il est en train de raconter les faits du... Mais vous qui êtes journaliste et qui observez le monde, qui avez un petit peu étudié l'histoire aussi, est-ce que vous remarquez que
quand un monde change, ça panique pas mal de gens qui restent nostalgiques à ce moment-là comme je l'ai dit, de ce monde divisé en deux qui était tellement simple, même s'il faisait peur la guerre froide, ça a fait peur à beaucoup de gens, mais c'était simple. Mais c'est pour ça aussi que le héros est cartographe et que j'ai travaillé sur la cartographie. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la cartographie, j'ai collectionné des cartes anciennes, etc. Mais quand vous vous penchez sur des cartes, il n'y a plus d'être humain. Un pays, c'est juste des traits. La Belgique, c'est juste des traits. La frontière linguistique, c'est juste un trait. Peu importe quelle langue les gens vraiment parlent ou quoi que ce soit. À TF1, on inverse les cartes, peu importe. Quand vous en êtes à ne considérer le monde que par des cartes, au bout d'un moment, vous oubliez qu'il y a des vrais gens dans ces frontières-là. Et c'est un petit peu la même chose. C'est vrai qu'on peut être tenté des fois de se dire c'était plus simple quand le monde était coupé en deux. Moi, je vais 2 fois par an en Lituanie. Ils ont énormément de problèmes aussi parce qu'ils se sont engouffrés dans un ultralibéralisme débridé. Mais non, ils ne reviendront jamais à l'URSS. Par contre, la génération des parents, des grands-parents, eux, sont nostalgiques de la période de l'URSS. Pas ce que j'ai rencontré, en tout cas. Pas ce que j'ai rencontré, en tout cas. Oh là là. Ils étaient très heureux de pouvoir me faire débuter dans un appartement qui leur appartient. Regard dubitatif de Cédric Wautier. Non, mais c'est vrai que quand on voyage, j'ai eu l'occasion aussi de pas mal de voyager, il y a toute une série de... il y a une génération qui est nostalgique parce qu'à l'époque, il y avait du travail, il y avait à bouffer. Il n'y a pas de vérité objective sur la question. C'est une époque... Aujourd'hui, ils peuvent s'exprimer sans avoir peur qu'on les écoute, mais en même temps, avant, ils allaient au médecin, ils n'avaient pas besoin de le payer. Tout cela est très complexe. Mais quand vous en êtes au point où en sont les personnages de ce roman, vous ne voyez le monde que par les cartes, que par les symboles. Pour vous, l'URSS, c'était les jolis traits rouges dans le bouquin de classe, dans le bouquin d'histoire. C'est les belles statues de Lénine et puis la faucille et le marteau, ça a quand même de la gueule. Oui, mais bon, ça renvoie à une réalité. Mais tous les personnages qui sont là-dedans ont oublié cette réalité. Et vous pouvez l'adapter au narrateur pour qui... Ah, la guerre du Vietnam, c'était quand même bien, c'était héroïque, on savait vivre à cette époque. Oui, bon, il y a des gens qui se sont pris du napalm ou des balles de Viet Cong dans les côtes. Et ça doit nous toucher aussi ici, dans le pays où on se trouve, où notre réalité linguistique, sociale, culturelle, historique est volontiers bafouée en faveur juste des cartes. Voilà, le monde évolue, il faut l'accompagner. Voilà, c'est Révolution Motel. En même temps, c'est un roman, hein. C'est pas non plus... c'est un roman qui se lit avec beaucoup de plaisir. C'est le roman de Julien Heuillet.